C'est l'heure du journal de l'économie avec Sophie Hulot. Bonjour Sophie. Une fois de plus, l'Union européenne sera sur le devant de la scène cette semaine avec un sommet très attendu à Bruxelles jeudi et vendredi. L'enjeu est de taille et les réunions préparatoires se multiplient à l'image de cette rencontre entre François Hollande et le président du Conseil italien Mario Monti ce dimanche. Il s'agit en fait de trouver un compromis sur le budget de l'Union européenne pour la période 2014 à 2020. La dernière réunion consacrée à cette question au mois de novembre s'est soldée par un échec cuisant. Le président de l'Union européenne, Herman Van Rompuy, avait alors proposé un budget de 973 milliards d'euros, soit 1,01% du PIB de l'Union européenne, mais certains pays comme l'Angleterre veulent encore plus de coupes dans les budgets des États membres sur les politiques européennes. Les négociations porteraient encore a priori sur 25 milliards d'euros de réduction budgétaire à trouver. L'accord n'est pas encore en vue, selon François Hollande. Écoutez-le. Nous constatons que la négociation est très difficile parce qu'elle touche à une conception de l'Europe, sûrement, fondée à nos yeux sur la solidarité et sur la croissance, mais également à des intérêts nationaux. Et il est bien légitime que chaque chef d'État ou de gouvernement défende le sien au Conseil européen. Donc nous faisons tout pour que, lors du prochain Conseil, nous puissions trouver un accord. Mais les conditions ne sont pas encore, à ces heures, réunies. Et la remontée de l'euro pourrait également s'inviter dans ce débat à Bruxelles. 1,36 $ pour 1 euro, la monnaie unique a atteint son plus haut niveau depuis 14 mois face à la monnaie américaine. Si cette évolution montre que la confiance en l'euro est en train de revenir du côté des investisseurs, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour les exportateurs, forcément. Alors en France, la patronne du MEDEF, Laurence Parisot, s'en inquiète. Elle n'est pas la seule. 2 membres du gouvernement ont récemment élevé la voix à ce sujet. Tout d'abord, Arnaud Montebourg, c'était mercredi dernier. Et puis plus récemment, pas plus tard que dimanche après-midi, c'était au tour de Pierre Moscovici, le ministre de l'économie, d'entrer en jeu. L'euro va beaucoup mieux, l'euro est stable, l'euro est fort, peut-être d'ailleurs trop fort à certains égards. L'euro trop fort, c'était jusqu'ici presque un secret de polichinelle. Mais quand il s'agit de la parole du ministre des Finances, cela devient un acte politique, ce que les économistes appellent un signal. C'est un moyen de faire pression, d'une part, sur la BCE, dont on considère qu'elle a une politique trop restrictive et donc qui doit assouplir sa politique pour permettre à l'Europe de sortir de la récession et d'avoir un taux de change moins élevé. Mais c'est aussi un signal envoyé au marché pour leur dire l'euro est trop fort et donc il va falloir qu'il baisse dans les prochains mois et les prochaines semaines. Avec un taux de change à 1,36 $, c'est un fait avéré depuis sa création en 2002. L'euro n'a cessé d'augmenter, ce qui pénalise fortement les exportations des pays du Sud et de la France. C'est dans ce contexte que se tiendra le prochain sommet européen, avec au cœur des débats l'éventuel contrôle des gouvernements sur la très indépendante Banque centrale européenne, une prérogative qui jusqu'à présent n'a jamais été utilisée. Notre ministre de l'économie et des finances peut s'en prendre qu'à lui aussi de ne pas jouer, de ne pas utiliser cette prérogative qui est inscrite dans le traité d'avoir une politique de change, de contribuer à avoir une politique de change européenne. C'est donc jeudi et vendredi prochain que les dirigeants européens devront débattre de l'épineux sujet du budget de l'Europe pour la période 2014 à 2020. Et on regarde maintenant la tendance sur les marchés asiatiques, Sophie. La bourse de Tokyo semble partie pour un début de semaine en fanfare. À l'heure qu'il est, le Nikkei gagne 0,62% à 11 260 points, un plus haut depuis 33 mois. La baisse du yen booste les exportations. À noter la belle progression en séance de Panasonic, plus 17% grâce au signe de reprise dans le secteur de l'électronique grand public. Et on en vient au secteur de l'énergie. Le Niger veut renégocier son contrat avec Areva. Et les discussions sont en cours selon le président du Niger. Areva exploite les ressources d'uranium du pays depuis plus de 40 ans. Areva réalise le tiers de sa production mondiale au Niger. Alors globalement, le chiffre d'affaires mondial d'Areva sur l'uranium, ça représente 1,36 milliard d'euros. Ça c'est pour le chiffre d'affaires mondial. Le président Issoufou au Niger, lui, déplore que cela rapporte à peine 100 millions d'euros par an à son pays, soit à peine 5% du budget de l'État. Je vous rappelle que le Niger est l'un des 10 pays les plus pauvres au monde. Mamadou Issoufou souhaite donc que la donne change. Écoutez-le. Pour cela que j'ai demandé un équilibrage du partenariat
entre Areva et le Niger. Vous avez suivi un avec Areva est très déséquilibré. Le partenariat soit gagnant-gagnant. C'est la condition pour que ce partenariat soit durable. Et nous voulons qu'il soit durable. Nous voulons renforcer ce partenariat stratégique avec Areva. Mais pour que cela puisse se faire, il faut que le Niger gagne. Il faut que la France gagne. Il faut que Areva gagne. Et vous pouvez retrouver cet entretien accordé par le président du Niger sur le site internet de RFI. Une alliance maintenant se consolide dans le monde automobile. La fusion entre l'italien Fiat et l'américain Chrysler aura lieu en 2014. C'est le grand patron même du groupe italien qui vient de l'annoncer. Fiat détient déjà 60% de l'américain Chrysler. Et si en 2012, Fiat a pu annoncer un bénéfice net de l'ordre de 1,4 milliard d'euros, c'est bien grâce aux bonnes ventes des voitures américaines aux États-Unis. Pour le moment, on ne connaît pas le nom de ce futur géant automobile. On ne sait pas non plus si le constructeur italien va conserver son siège dans sa ville historique de Turin. C'est la saison maintenant des carnavals. Paillettes et strass sont à l'honneur, mais il n'y a pas que la fête, il y a aussi les enjeux économiques. Et l'incontournable carnaval de Rio s'ouvre dans quelques jours. Près de 4000 danseurs attendus devant près de 700 000 touristes spectateurs. Les budgets peuvent atteindre des dizaines de millions d'euros pour les écoles de samba. Le carnaval est donc une industrie florissante et fort importante à Rio. Mais attention, cette industrie est touchée elle aussi par la mondialisation. Si les costumes sont le plus souvent fabriqués sur place, les tissus, eux, viennent de plus en plus souvent d'Asie. Alors, l'industrie textile réclame désormais des quotas d'importation, car à Rio, le tissu chinois est roi. Un atelier de mode pas tout à fait comme les autres à Sao Paulo. Claudia, la styliste, est une pionnière. Elle est une des premières au Brésil à s'être lancée dans la vente de tissus exclusivement pour le carnaval. C'était en 2002. Aujourd'hui, près de 70% de ces produits viennent d'Asie, et notamment de Chine, le premier partenaire commercial du géant sud-américain. Aujourd'hui, on vit dans un monde globalisé, donc on ne peut pas y échapper. Un monde où la production textile brésilienne, autrefois florissante, est en baisse. Moins 4,6% en 2011, selon l'Association brésilienne de l'industrie textile. Et en 2012, une importation de tissus chinois en hausse de 16%. Mais les Brésiliens ont trouvé comment se les approprier pour la plus grande fête de l'année dans leur pays. On importe les tissus dans leur version la plus simple, mais l'impression est faite ici, à São Paulo, ici au Brésil. Donc on a réussi à combiner affaires et plaisir. Les prix proposés par Claudia sont compétitifs, à partir de 3 € le mètre de tissu chinois. Et ça tombe bien, chaque école de samba qui défile pendant le carnaval achète en moyenne 60 km de tissu. Au final, elle dépense environ 90 000 € pendant 8 longs mois de préparation. Un travail de fourmi comme celui des Académicos de Tucuruvi, qui cette année rend hommage à l'acteur brésilien Mazzaropi. Ça dépend des sous-groupes. Il y en a qui ont 100 participants, d'autres 180. Et nous, on fait tous les costumes, le pantalon, la chemise, la ceinture. La matière première peut bien être chinoise. L'inventivité, la minutie et la passion du carnaval restent bel et bien brésiliennes. Voilà, merci beaucoup Sophie. Restez avec nous d'ici quelques minutes. Vous retrouvez Elisabeth Alain pour un nouveau journal.